thème pour qu'on puisse discuter. Nous commémorons aujourd'hui à la fois les tirailleurs dits sénégalais, mais qui concernent en réalité toute l'Afrique, Afrique du Nord comme Afrique subsaharienne. Ce sont près de 600 000 tirailleurs qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé au combat de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous commémorons aussi les centaines de milliers d'Africains qui ont été tués dans la période, c'est-à-dire dans l'après-45. Tout le monde connaît le 8 mai 45, mais il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. C'est le mouvement militant qui a imposé qu'on en parle. Sinon, il y a eu construction d'un silence. Et y compris dans les organisations politiques de gauche, d'extrême gauche, etc., c'était le silence. Hein, c'est la mobilisation de l'immigration qui a remis ça sur le devant de l'affiche. Alors, je voudrais vous rappeler d'abord c'est quoi ces crimes, pour bien prendre la mesure. On ne parle pas simplement d'un général qui a pété un câble en Algérie. C'est beaucoup plus que cela. Ça commence au Maroc en janvier 1944, où, je vous rappelle, alors même qu'on se bat contre les nazis, eh bien, dans les colonies, il y a encore le code de l'indigénat. On peut encore faire des corvées. On peut encore voter des impôts spécifiques aux indigènes, la capitation. Donc on a d'un côté tout un discours sur la lutte anti-nazie, la liberté, la libération nationale, quand ça concerne la France. Et d'un autre côté, les mêmes continuent le travail d'esclavage du code de l'indigénat. Et c'est là-dessus qu'au Maroc, il va y avoir une manifestation, donc en 1944, manifestation pour exiger d'une part l'abolition du code de l'indigénat et d'autre part la question de l'indépendance. Et là, on va tirer sur la poule. On a près d'une cinquantaine de morts et d'après les organisateurs, plus d'une centaine de morts. Quelques mois après, en décembre 1944, au Sénégal, à Tiaroy, vous avez les tirailleurs sénégalais qui ont été renvoyés au pays, qui ont été rapatriés au pays, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils sont cantonnés dans leur camp. Et quand ils demandent le paiement de leur solde, donc ils n'ont pas demandé quelque chose d'extraordinaire, ils ont juste demandé à ce qu'on paye leur solde, eh bien, que fait l'armée française? Elle tire dessus. Pendant longtemps, la version officielle, c'était une dizaine de morts. On sait aujourd'hui que c'est au minimum 200 morts, si ce n'est plus, d'après un certain nombre d'historiens sénégalais. À la fin mai, c'est un peu lassant, mais je pense que c'est important que tout le monde ait en tête l'ampleur de fin mai, toujours de la même année, fin mai 1944. Il y a un massacre quand les Syriens réclament leur indépendance. Et là, on va détruire la ville de Damas. Et c'est l'armée française qui le fait. Enfin, on va tenter de détruire la ville de Damas. Et le massacre va s'arrêter uniquement parce que les Anglais, eux, veulent aussi s'installer en Syrie. Et donc il y a un ultimatum. Il a failli y avoir en 1944 une guerre entre les Anglais et les Français, alors qu'on n'est pas encore sorti. Hitler n'a pas encore capitulé. Eh bien, les soifs de colonie ont failli menacer une guerre. Au Cameroun, on a une grève des travailleurs pour l'abolition du statut de l'indigène. Là aussi, on tire dans la foule. Lorsque Ho Chi Minh, au Vietnam, alors que c'est les Vietnamiens qui ont libéré le Vietnam des Japonais, c'est eux qui ont, par leur guérilla, mis dehors les Japonais. L'armée française n'a rien fait, elle était occupée ailleurs. Et pourtant, quand Ho Chi Minh proclame l'indépendance, qu'est-ce que décide le gouvernement français et l'armée française? Eh bien, on envoie l'armée pour reconquérir le Vietnam. Et on bombarde, comme aujourd'hui à Gaza. Il n'y a pas d'affrontement armée contre armée. On va se contenter de bombardement. En 2 jours, c'est 6 000 morts. 6 000 morts en 2 jours. Et ça, c'est le grand De Gaulle. Hein, vous avez encore des avenues de Gaulle, des boulevards de Gaulle dans cette société. En mars 1947, vous avez le début de l'insurrection malgache. C'est-à-dire que les Malgaches, alors qu'on leur a promis l'indépendance s'ils participaient à la guerre contre les nazis, eh bien se révoltent. Et là, on va avoir, tout le monde maintenant connaît les chiffres du 8 mai 45, c'est au moins 30 000 et sans doute 45 000 morts en
quelques semaines, eh bien, à Madagascar, c'est pire. De 47 à 49, on a une véritable opération. On chasse les gens dans les villages. C'est 100 000 morts. 100 000 morts. Et je pourrais en citer bien d'autres. En Côte d'Ivoire, en 49. Donc ça, c'est sur l'ampleur des massacres. Bien entendu, à ces massacres s'ajoutent les interdictions de toutes les organisations, associations et syndicats nationalistes, ceux qui réclament l'indépendance. On les interdit. On va assassiner des leaders. Par exemple, le leader syndicaliste Ferhat Hached en Tunisie est assassiné. On va interdire les journaux. Bref, on a ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de fascisation qui se met en place à l'époque. Alors, pour comprendre l'ampleur que ça a pris entre, on va dire, 44 et 50, tous ces massacres, donc au moins 200 000 morts d'après moi, pour comprendre cela en quelques années, eh bien, il faut toujours avoir l'habitude de contextualiser, essayer de comprendre les enjeux et les intérêts. Et donc, je me propose de vous donner quelques éléments de contexte. D'abord, sur le temps long, si on regarde l'histoire longue de la France et du colonialisme français. La France est le second empire colonial après le Royaume-Uni. Elle est caractérisée par 5 siècles de traite négrière et d'esclavage. Ça, c'est un des éléments qu'il faut vraiment sans cesse rappeler. Ça n'a pas duré 10 ans, 15 ans. Ça a été 5 siècles. Ces 5 siècles d'esclavage, dans lesquels les bateaux français, les négriers français font la traite vers les Amériques, eh bien, ça va donner naissance aux principales grandes fortunes françaises. Encore aujourd'hui, on peut faire la filiation entre les familles qui se sont enrichies à l'époque et leurs descendants, et en particulier dans les grands ports français. La plupart des grands ports français, qui étaient une des bases de l'industrialisation, sont des ports négriers, et sont des ports qui se sont enrichis à l'époque de la traite. On va même avoir en France la promulgation par Colbert de ce qu'ils appellent un code noir. Alors, ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ne connaissent pas. Tapez ce soir sur Internet code noir. Vous allez tomber sur le texte de loi, un texte officiel français, qui explique jusqu'où un maître peut battre son esclave. Qui explique les peines que va avoir l'esclave s'il ose répondre à son maître. Qui explique les peines d'emprisonnement si un esclave se révolte. Bref, on a l'autorisation de la violence qui est inscrite dans la loi française. Très franchement, ça donne envie de vomir quand vous lisez ça. Et c'est un texte qui a duré plusieurs siècles et qui a été mis en application. Officiellement, ce code noir a été mis en place pour soi-disant éviter que les maîtres aillent trop loin. Donc quand les maîtres, je ne sais pas, donnaient 50 coups de bâton, on dit non, 50 c'est trop, c'est 35. Voilà. Donc le roi se dit, moi je protège les esclaves, mais on a le droit de battre les esclaves, on a le droit de les priver de nourriture, on a le droit de tout cela. Et ça a fonctionné en France pendant plusieurs siècles. Et puis après, il y a le gros scandale qui est Haïti, puisque Haïti va être la première révolte et contre l'esclavage et pour l'indépendance nationale. Et on va punir Haïti d'avoir osé parler d'égalité pour tous les êtres humains et pour avoir osé parler de république et d'indépendance. La France va menacer d'intervenir à Haïti si Haïti n'accepte pas une dette pour rembourser les esclavagistes. Haïti a accepté à l'époque et s'est retrouvé avec une dette qui, jusqu'à aujourd'hui, qui a été payée jusqu'en 1970-72. Les intérêts de la dette, c'est des milliards et des milliards. C'est récent. C'est récent. Ah ben oui, oui, ça a été jusque les années 70. Mais surtout, ces économies, que ce soit en Afrique ou à Haïti, les économies telles qu'elles ont été pillées ne permettaient pas après un développement autonome. Et ça, c'est important de l'avoir en tête quand on nous parle aujourd'hui de la situation du tiers-monde. On oublie toute cette histoire qui explique pourquoi. C'est ici qu'a eu lieu le développement technique. C'est pas parce qu'il y a un gène d'intelligence des Blancs, c'est pas ça. C'est pas parce qu'ils sont plus matheux que les autres peuples. C'est juste qu'ils avaient les moyens de développer et l'industrie et les techniques par le massacre et le pillage
d'un certain nombre de peuples. L'avance technologique, industrielle, n'est pas le fait d'une intelligence particulière, elle est le fait d'un transfert de richesses des pays esclavagisés et colonisés vers les centres industriels. C'est ça qui va expliquer la situation du monde telle qu'elle est. La seconde dimension qu'il faut prendre en compte dans ce temps long, c'est après l'esclavage, la colonisation. Alors on a parlé tout à l'heure des massacres. C'est important d'avoir en tête, et dans les médias on vous parlera de la guerre d'Algérie, de la guerre du Vietnam, c'est que ces guerres-là sont les secondes guerres. Il y a eu des guerres auparavant, qui étaient au moment de la conquête, qui étaient des véritables guerres. Hein, quand on parle de guerre d'Algérie, en réalité, il faudrait parler de la seconde guerre d'Algérie. La première étant celle qui a fonctionné de 1830, en gros, jusqu'à 1890, là où la dernière insurrection est réprimée. Donc c'est important d'inscrire dans ce tournant. D'abord, Aimé Césaire nous a appris que tout ce qui va être dénoncé après avec le nazisme, toutes les pratiques des nazis, les fours crématoires, les tortures, tout ça, ça a été mis en œuvre avant dans les colonies. Les premiers camps de concentration, c'est en Afrique du Sud, au début du XXe siècle. C'est pas en 1945. Les manipulations médicales des nazis, c'était dans les colonies sur les peuples héréros qui ont été décimés. Il reste que quelques centaines de descendants des héréros qui ont été complètement massacrés. Un des symboles affreux du nazisme, c'est les fours crématoires. Mais qu'est-ce que c'est que les enfumades qui a eu lieu en Algérie? Je vous rappelle, en Algérie, pour que des tribus acceptent la colonisation, on les a enfermés dans des grottes. Et quand je dis des grottes, pour ceux qui connaissent les grottes en Algérie, c'est des grottes immenses. Hein, c'est là où on met plusieurs centaines de personnes avec les animaux. On a bouché les choses et on a brûlé. Parce qu'ils ne voulaient pas se rendre. Et donc on a brûlé et on a retrouvé, effectivement, ça c'est un des silences qu'on a aujourd'hui, mais on retrouve des grottes dans lesquelles il y avait des centaines, des squelettes d'animaux, d'enfants, de bébés, de femmes, etc. On a pris le choix, on a fait le choix du massacre. Jamais les peuples colonisés n'auraient accepté la colonisation. D'abord, ils ne l'ont jamais accepté, mais ils ont été battus à un moment donné, s'il n'y avait pas eu l'ampleur de cette violence-là. Et c'est vraiment important d'avoir en tête, sinon on se dit, mais pourquoi ils se sont laissés faire? Non, ils ne se sont pas laissés faire. Simplement, il y avait une machine de guerre qui était particulièrement importante. La seconde dimension qu'il faut avoir en tête, c'est que dès le début, pour pouvoir mater des peuples qui ne veulent pas de la colonisation, vous êtes obligé, et ça se rejoue à Gaza aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir une logique génocidaire. Je voudrais juste citer deux chiffres qui concernent la France. Lorsque la France arrive en Algérie, 1830, il y a 4 millions d'habitants. En 1870, 40 ans après, il en reste 3 millions. Un quart de la population a été détruite en 40 ans. Si vous prenez la Kanaki, c'est encore plus grave. La Kanaki, au moment où les Français arrivent, il y a 100 000 habitants. Un siècle plus tard, il en reste 25 000. Les 3 quarts ont été détruits. Comment ont-ils fait? D'abord par des massacres, mais aussi en imposant la propriété privée de la terre. Exactement ce qu'Israël est en train de faire en Palestine. Vous savez qu'en Palestine, les Palestiniens qui cultivent leur terre, ils la cultivent de manière collective, avec tout un système de redistribution entre familles, etc. C'était exactement ce qui fonctionnait dans la plupart des pays africains. C'était le village qui gérait la terre. Alors c'est très divers d'un pays à l'autre en Afrique, mais avant la colonisation, vous aviez par exemple des systèmes dans lesquels chaque année, l'assemblée du village se réunissait et disait « Toi, tu as ton enfant qui est parti, il est grand maintenant, donc il faut que tu rendes un petit peu de la terre. Toi, tu as un enfant qui est né, on va te rajouter un morceau de terre. » Donc il y avait une gestion collective de la terre. La terre était considérée comme appartenant à Dieu, donc ne pouvant pas appartenir à un individu. Qu'est-ce que font les Français dans toute l'Afrique quand ils arrivent? Ils imposent la propriété privée. Ils imposent la propriété privée pour pouvoir s'accaparer les terres. Si effectivement on est tous ici propriétaires du village, le colon français ne peut pas nous acheter nos terres. Il ne peut pas profiter de notre misère pour acheter nos terres. Eh bien, on va avoir donc des méthodes très diverses d'un endroit à l'autre, mais qui vont aboutir
à casser les tribus, casser les collectifs et privatiser la terre. Par exemple, en Algérie, un certain nombre d'entre vous pensent qu'ils ont un beau nom. Allez vérifier. Une des pratiques qui avait lieu en Algérie, c'est que le fonctionnaire colonial venait, il convoquait toute la tribu et il disait « Maintenant, vous devez avoir un nom ». Il n'y avait pas de nom chez nous. On s'appelait par le nom du père et le nom du grand-père. Donc vous preniez si vous preniez le prénom du père et le prénom du grand-père, tout le monde reconnaissait qui vous étiez. C'était la filiation, la transmission, c'était l'inscription chez les ancêtres. On était en lien avec les ancêtres. Là, on va réunir toute la tribu des Bouamama et on va dire maintenant il nous faut des noms. Donc toi, c'est plus Bouamama, donc j'ai pas de cheveux. Là, je vous dis la situation la pire, quand le fonctionnaire colonial voulait humilier en plus. Il n'y a pas de cheveux, tu vas t'appeler Bourras. T'es quelqu'un qui cultive la terre. En arabe, charrue, on dit charro, boucharro. Et donc voilà des gens qui ont hérité de noms. Je ne vous parle même pas des noms ridicules qui ont été donnés. À l'heure d'aujourd'hui, depuis 62, il y a en moyenne 12 000 demandes de changement de nom chaque année jusqu'à aujourd'hui. C'est dire l'ampleur. Et ça, c'était pas simplement pour jouer sur les noms. Ce qu'il y avait derrière, c'était cette idée de propriété privée. Avec cette propriété privée qu'on a imposée, eh bien, c'est le mode de survie des populations qui a été touché. Et ça va provoquer des famines et des morts en masse. Pourquoi? Parce que les peuples avaient une culture historique qui vient de leurs ancêtres pour supporter les coups durs. Une invasion de sauterelles, une sécheresse. Donc il y avait des règles qui étaient héritées des ancêtres là-dessus. Par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y avait des silos collectifs. Donc on mettait toute une partie de la récolte dedans, personne n'avait le droit d'y toucher, au cas où il y aurait une invasion de sauterelles. Et ça va expliquer qu'il n'y a pas eu, avant la colonisation, il n'y a pas eu de famine après une invasion de sauterelles, parce qu'il y avait cette dimension-là. Si vous imposez la propriété privée, il n'y a plus de silos collectifs. Et effectivement, pendant la colonisation, à partir de 1830, vous allez voir arriver, invasion de sauterelles, ça provoque des disettes et des famines et des milliers de morts. Vous allez avoir les sécheresses qui vont provoquer la même chose, etc. On a cassé tout l'écosystème économique et on a déséquilibré complètement ces pays. Troisième dimension de l'époque coloniale à avoir vraiment en tête, c'était le statut des indigènes. Donc je le disais, la privatisation des terres, mais également l'imposition de l'analphabétisme. Dans tous les pays africains, il y a plus de lettrés avant l'arrivée des Français qu'au moment des indépendances. Par exemple, en Afrique du Nord, et quand je dis l'Afrique du Nord, en réalité il faut inclure un certain nombre de pays du Sahel, on a en moyenne 2 enseignants par village. Ça, c'est des travaux récents d'historiens. Alors, c'est quoi comme enseignant? Bien sûr, c'est autour de la mosquée, mais en tout cas, ils savaient lire et écrire. Et quasiment tous les enfants allaient à l'école, et la majorité de la population était lettrée. En 1962, la très grande majorité de la population est complètement illettrée. Et donc, cette image-là de la France, quand on vous dit l'œuvre positive, etc., il faut reprendre des dimensions de ce type-là. Le code de l'indigénat est un code également qui va donc prévoir un certain nombre de peines. Par exemple, partout en Afrique, la colonisation impose des corvées aux indigènes. Donc le colon qui a besoin de récolter son blé ou son riz a le droit de demander à des indigènes qui ne peuvent pas refuser des corvées. L'État français, quand il veut construire une route pour aller dans telle mine, exploiter tel minerai, a le droit d'imposer une corvée. Donc on va demander au chef du village, il nous faut 30 personnes, débrouille-toi pour les choisir. Et vous imaginez ce que ça a produit comme dissension à l'intérieur de chacun des villages, etc. On va imposer également des impôts uniquement pour les indigènes. Pourquoi? Alors qu'on peut dire qu'ils n'ont pas d'argent. En réalité, si on impose des impôts aux indigènes, c'est pour qu'ils vendent leurs terres aux colons. Pour payer leurs impôts, eh bien, ils n'ont pas d'autres moyens. Et donc, c'était effectivement le but poursuivi.
Et dans les plaines fertiles, ce qu'on appelle la capitation, c'est l'impôt par tête. Donc vous payez un impôt par nombre d'adultes dans la famille. S'il y avait 4 adultes, c'était autant. S'il y avait 5, c'était un peu plus, etc. De très nombreuses familles sont obligées, qui s'attachaient à leur petit bout de terrain, qui voulaient garder leur petit bout de terrain, sont obligés pour payer leurs impôts de vendre leurs terres. Sinon, ils sont emprisonnés. Parce que bien entendu, si on ne paye pas les impôts, on est emprisonné. Alors si je décris tout cela, c'est tout simplement pour qu'on ait bien en tête que quand De Gaulle, en 1945, va dire il faut rétablir l'empire colonial, c'est ça qu'il veut rétablir. C'est pas la République, etc. Ce qu'il veut rétablir, c'est ce système-là. C'est le code de l'indigénat, c'est tout ce système-là. Alors, ça c'est le premier élément de contexte. Second élément de contexte, regardons maintenant ce qu'a signifié la guerre dans les colonies et pour les peuples colonisés. D'abord, ça c'est un aspect qui est généralement complètement oublié. On voit bien maintenant qu'il y a eu des violences, qu'il y a eu des assassinats, etc. Mais il y a une dimension qui a été occultée, c'est que l'essentiel de l'effort de guerre, ce qui a permis d'armer, d'acheter des armes, etc. à De Gaulle, ça vient des colonies. Le reste de la France est occupé. Il est occupé par les Allemands, avec la collaboration de la bourgeoisie française. Toutes les grandes fortunes ont collaboré avec Hitler. Toutes les grandes fortunes n'ont pas... Il n'y a pas eu de résistants dans les grandes fortunes. Même un écrivain de droite, Mauriac, en 1945, dit, aujourd'hui on n'entendra plus, mais Mauriac dit « Seule la classe ouvrière a défendu la nation ». C'est-à-dire que tous les riches, en réalité, ont collaboré. Et donc pour financer l'effort de guerre, ça va être quoi? De nouveaux impôts dans les colonies, de nouvelles corvées dans les colonies, des obligations de travail dans les colonies. Donc on va avoir un effort de guerre qui est supporté par les colonisés. On va avoir également, et c'est important de le rappeler quand on parle des tirailleurs, attention, les tirailleurs, ce n'était pas un choix d'aller défendre la France, etc. Au contraire. Ils étaient contre la France, ils étaient pour l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu des enrôlements forcés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs lois qui ont été votées, contraignant, dans le village. Chaque village a donné un certain nombre d'adultes pour être enrôlés, malgré eux. Il y a eu des révoltes qui ont été poursuivies et réprimées. Des gens qui disaient, c'est pas notre guerre, nous, pourquoi vous êtes venus chez nous, vous vous battez entre vous et vous voulez qu'on aille mourir pour vous. Donc, il y a eu un certain nombre d'enrôlements forcés. Il y a eu également des enrôlements volontaires. Mais les enrôlements volontaires, il faut toujours avoir en tête la situation de misère qu'il y avait là-bas. La solde permettait de nourrir une grande partie de la famille. Et donc, même l'aspect volontaire, il faut toujours avoir en tête ce soubassement économique qu'il y avait auparavant. L'autre dimension, toujours pour la guerre, c'est, et ça c'est encore aujourd'hui complètement plus, un certain nombre d'historiens qui l'ont prouvé, mais ça ne participe pas dans les débats, vous ne le verrez pas à la télé, c'est la question des choix militaires qui ont été faits. Dès 1940, quand une partie de l'armée française, sachant que Pétain va collaborer, décide de partir, de prendre des bateaux pour aller se réfugier en Angleterre pour pouvoir continuer le combat, donc quand De Gaulle décide cela, ça pourrait nous paraître sympathique, De Gaulle qui décide de résister, et il va aller en Angleterre. Que fait-il? Pour permettre cet embarquement des troupes françaises, il décide que ce sont les régiments des tirailleurs qui vont devoir freiner l'armée allemande. Autrement dit, c'est les Noirs et les Arabes. C'est pour ça que c'est au Bourdin. C'était pour que, si vous allez à Dunkerque, vous allez avoir très peu de noms Noirs et Arabes. Vous allez avoir des noms français. Parce qu'ils étaient ici pour protéger les autres, pour qu'ils puissent prendre le bateau pour aller en Angleterre. Ça a été une hécatombe. Et donc il y a eu un choix raciste qui a été fait par la plus haute autorité militaire, qui était de considérer que la mort d'un Noir ou d'un Arabe était moins importante que la mort d'un soldat français. Vous voulez dire qu'en Normandie et là, par exemple, c'est pas la même... Si, en Normandie aussi. Non, oui, je sais, mais est-ce que c'était aussi les Africains? Oui, sur toutes les côtes où il y a eu
où il y a eu embarquement des soldats. Et donc on a ce choix qui est fait. C'est un choix conscient. Et on le justifie à l'époque. On le sait maintenant parce que les historiens ont retrouvé des traces d'échanges entre généraux. Et que disent-ils? Ben, ils disent, il faut envoyer les Noirs, eux ils résistent bien. Il faut envoyer les Arabes, eux ils tiennent bien. Donc tout un discours culturaliste. En apparence, c'est du positif, hein. Ils résistent bien, ils sont courageux, etc. En réalité, c'était le sacrifice de certains soldats pour protéger d'autres soldats. C'est ça qui était mis en avant. On va avoir la reproduction de cela et de ce discours pour les grands moments, les grands tournants de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la conquête de l'Italie. Hein, le fait qu'en Italie, les fascistes sont obligés de reculer, ça a été un des tournants, avant Stalingrad, un des tournants de la guerre. Eh bien, on va retrouver à ce moment-là les mêmes choses. Monte Cassino, si vous allez en Italie par exemple, il faut aller voir Monte Cassino. Monte Cassino, vous avez des tombes par milliers. C'est tous les tirailleurs qui sont envoyés au massacre. Déjà à Aubourdin, vous avez vu qu'ils sont nombreux. Là, vous avez, ils étaient envoyés. Comme les Allemands et les Italiens résistaient, et ils étaient c'est un mont, comme le dit son nom, Monte Cassino, et donc vous ne pouvez pas conquérir ce mont uniquement par des affrontements militaires, et donc on les envoyait par centaines monter avec des armes blanches. L'idée c'était, allez, il y en a bien un qui va arriver en haut et qui va prendre la batterie, et donc la batterie de militaires, etc. Et donc on les a envoyés à la boucherie. Et ça, c'était des choix militaires, conscients, qui ont été faits. Quant à la place de ces tirailleurs dans la libération très concrète de la France, toute la Provence. Et là, on a des bilans qui sont tirés par des généraux, mais qui ne sont bien entendu pas rendus publics. Voilà, il faut aller lire un certain nombre de travaux historiques pour les voir. Toute la Provence a été libéré par les tirailleurs. Alors c'est assez amusant quand on voit le score du Rassemblement national à Nice, Marseille, etc. Ce sont toutes des villes qui seraient encore aujourd'hui sous domination allemande s'il n'y avait pas eu les tirailleurs. Et donc, on va voir cette dimension-là. Et puis enfin, dernier scandale pendant la guerre, une fois que la victoire est acquise, on décide donc de la grande fête à Paris, de l'arrivée des soldats qui ont libéré la France. Et là, on a un ordre explicite du général de Gaulle, de ces généraux, qui dit quoi? Il ne faut pas qu'il y ait des Noirs et des Arabes qui défilent sur les Champs-Élysées. Ceux qui ont libéré la France ne pourront pas défiler. Et c'est comme cela, ça s'appelle du blanchiment. C'est comme cela que vous pouvez voir des images de la libération à Paris, dans lequel il n'y a pas de Noirs et pas d'Arabes. Ça a été un ordre qui a été donné de blanchiment des forces. Il ne fallait surtout pas qu'on voit que des Noirs et des Arabes avaient contribué à la libération de la France. Alors, troisième moment, l'après-guerre. Qu'est-ce qui se passe en 1944-1945? On en est où? D'abord, les grands vainqueurs de la guerre, ce n'est pas la France. La France, je vous le disais, une grande partie a collaboré avec les nazis. Il n'y a que les résistants dans les maquis qui ont résisté, mais pour l'armée, une grande partie a collaboré avec les nazis. Il y a ceux qui sont partis à Londres et les autres ont collaboré pendant que les résistants se battaient ici. Donc la France est une puissance qui est complètement discréditée. On a des comptes rendus de réunions entre les chefs d'État des grandes puissances, USA, URSS, etc., dans lequel on voit bien qu'ils considèrent la France comme étant un pays secondaire. Les Américains ne se cachent pas de lui dire « mais vous avez collaboré », etc. Donc la France est une puissance qui est en déclin. L'Angleterre, donc les deux principales puissances coloniales d'avant la guerre, en quelques années, l'Angleterre est complètement détruite. L'Angleterre a été bombardée pendant toute la durée de la guerre sur place. Les deux grands vainqueurs, ce sont les USA et l'URSS. Les USA sont vainqueurs par les armées qu'elles ont envoyées, et l'URSS parce qu'ils ont porté le principal poids de la guerre, 20 millions de morts, faut le rappeler. Et
les plans des États-Unis à ce moment-là. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent faire de la France? Une colonie. Exactement. Ah, moi je l'ai dit comme ça. Exactement. On a un certain nombre de documents qui ont été ressortis. Je vous expliquerai après pourquoi, heureusement, ça ne s'est pas fait. Les États-Unis et l'Angleterre considèrent que, du fait de la collaboration française, il faut que la France soit mise sous tutelle, sous mandat. Et que ce soit eux qui gèrent la France jusqu'à ce qu'elle réapprenne la démocratie. On en est là. Il y a un projet de monnaie. Il y a un projet de monnaie qui est mis en place, monnaie états-unienne, qui est mis en place, monnaie pour le... donc on voit bien que là, en réalité, les États-Unis, au-delà de la France, ce qu'ils visent, c'est récupérer une partie des colonies françaises. Et donc on n'a pas un soutien des États-Unis à la France à ce moment-là. En réalité, l'impérialisme français va être en partie sauvé par l'URSS. Parce que l'URSS n'a pas intérêt à ce que les USA deviennent une puissance seule, etc. Et donc ils vont jouer sur les contradictions entre puissances impérialistes. Et donc c'est ça qui va permettre que la France ait un droit de veto à l'ONU. C'est ça qui va... C'est des interventions de l'URSS. Lisez les textes de l'ONU au moment où se décide l'architecture. Eh bien vous verrez que c'est l'URSS qui met ça en avant pour affaiblir les USA. Et c'est ce contexte-là où la bourgeoisie française a peur de perdre ses colonies, a peur de devenir elle-même une colonie sous mandat ou sous tutelle. Eh bien, c'est ce contexte-là qui va expliquer la violence de la répression par De Gaulle. La priorité est à ce moment-là reconquérir l'empire colonial. Il faut à tout prix, vite, reprendre, réenvoyer l'armée là-bas avant que les USA ne viennent dire mais non, mais il faut que le Togo soit indépendant. Donc il fallait retourner vite. Et effectivement, on va avoir donc, non seulement dès 1944, ils reprennent pied partout, mais surtout, il faut donner un message au peuple colonisé, acceptez votre sort. Et c'est ça qui va expliquer tous les massacres coloniaux dont j'ai parlé tout à l'heure. La réponse française, elle va prendre la forme d'une réunion qui réunit des centaines de cadres, de militaires, de responsables ministériels, etc., qui s'appelle la réunion de Brazzaville, qui a lieu en février 1944. Voilà ce qui est dit dans cette réunion. On est dans une situation de 5 siècles d'esclavage, 1 siècle et demi de colonisation, les tirailleurs ont contribué à libérer la France, etc. Et voilà pourtant la conclusion de cette réunion. Toute idée d'autonomie, donc même l'autonomie, je ne parle même pas de l'indépendance, toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire, la constitution éventuelle, même lointaine, d'un self-government, donc l'indépendance, dans les colonies, est à écarter totalement. Voilà, donc on a bien une décision de reprendre pied dans les colonies par la force. Et ça va expliquer l'ampleur des massacres. Il est précisé également que pendant très longtemps, nous allons devoir accompagner les peuples coloniaux qui ne savent pas encore s'auto-administrer. Vous êtes une bande de sauvages, donc vous avez besoin de nous pour qu'on puisse vous aider. Il faut qu'ils éprouvent par eux-mêmes cette liberté et que leur responsabilité soit peu à peu formée, et cela prendra du temps, et élevée, afin qu'ils se trouvent associés à la gestion de la chose publique de leur pays. Ça, on est en 1944, hein, on n'est pas en 1830. En 1944, on est encore dans le discours qui a amené la colonisation et ses violences. On est encore dans la mission civilisatrice, dans l'indigène qui est incapable de penser, dans l'indigène qui n'est pas encore civilisé. On est encore là-dessus. Et donc les massacres coloniaux vont être le résultat de cette volonté et nécessité pour l'impérialisme français de reprendre, de reprendre ces colonies. Alors si on a... ce qui est vraiment important maintenant d'avoir en tête, c'est ces massacres coloniaux
comment se fait-il qu'on ait mis du temps à pouvoir en parler? D'abord, ça c'est une réalité française, sur le moment, comme le 17 octobre 61, tous ces massacres coloniaux, personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Ça se débattait. Il y avait des interventions, il y avait des gens qui condamnaient, etc. Ils étaient minoritaires, mais en tout cas, ça se savait. C'est après que va être construit le silence médiatique. C'est après que va être construit le silence médiatique. Et ça veut dire que, en réalité, il y a un choix d'amnésie, de construire l'amnésie par la classe dominante de ce pays. Il faut que les nouvelles générations ne connaissent pas le 17 octobre 61. Il faut que les nouvelles générations ne connaissent pas le 8 mai 45. Il faut que les nouvelles générations ne connaissent pas le massacre de Madagascar. Et c'est ce qui va expliquer cette dimension un peu époustouflante, qui est qu'on en a parlé dans les journaux à l'époque, et après, on l'a complètement occulté. Vous comprenez que si les nouvelles générations connaissaient cela, peut-être qu'on aurait des mouvements pour que nos rues ne s'appellent plus De Gaulle, ou ici on nous présente De Gaulle comme un héros, comme un constructeur, comme un résistant. Pour tout Africain, De Gaulle c'est un assassin, c'est un massacreur, c'est ça. Et donc on a là vraiment deux visions complètement différentes. Alors, maintenant si on regarde les enjeux, si on essaye de... Pourquoi depuis 1996 on fait cette marche au cimetière de Bourdin? Pourquoi on a fait le 17 octobre dernier la marche sur la Deule pour jeter des fleurs? Et pourquoi à l'avenir on en fera de plus en plus, y compris on invitera toutes nos associations partenaires à mener un combat contre la mairie de Lille pour qu'elle débaptise certaines rues et qu'elle les rebaptise du nom, parce qu'il y en a eu, ils n'étaient pas beaucoup, mais raison de plus, des Français qui ont résisté à la colonisation et qui ont été réprimés à l'époque, mais aussi des immigrés qui ont résisté à la colonisation. Donc pourquoi c'est important de faire cela? D'abord, c'est vraiment important d'avoir en tête que ça n'est que pas à pas que le voile du silence disparaît. Il ne faut pas attendre que, au niveau du gouvernement, maintenant ils vous disent bon, on a compris, on va reconnaître ce qui s'est passé. Je voudrais juste prendre l'exemple du 17 octobre 61. Le 17 octobre 61, on a des traces des journaux qui en parlaient à l'époque. 6 mois après, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Et 5 mois après, on a une autre manifestation pour la paix en Algérie, qui cette fois-ci n'est pas organisée par les immigrés, elle est organisée par la CGT et le PCF, le 8 février 62, qui manifeste pour la paix en Algérie. Et là aussi, il y a intervention de la police, et il y a 8 personnes qui sont tuées. Tout le monde va pendant des années et des années commémorer le 8 février 62, ce qui est bien, et faire comme si le 17 octobre n'existait pas. Y compris les organisations qui se disent de gauche, qui ont privilégié le 8 février 62. C'était des militants qui ont été tués, donc il fallait les commémorer, mais en oubliant les centaines d'Algériens qui avaient été tués peu avant. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Ça a changé parce qu'il y a eu une mobilisation dans les années 90, vraiment très petite. On était quelques-uns, qui a pris du temps à grandir. Quand vous commencez à très peu, il faut du temps pour que ça grandisse. Et donc les associations ont commencé à parler du 17 octobre 61, ce qui a amené un certain nombre d'historiens à dire « bah, il faudrait peut-être qu'on aille regarder ». Ce qui va donc donner naissance à de nouveaux travaux historiques qui vont effectivement amener la preuve que les militants ne mentaient pas et que le 17 octobre était un véritable massacre colonial. En face, on va avoir quoi? On va avoir la politique des petits pas. D'abord, on va nous dire, non, le 17 octobre, il n'y a eu que quelques morts et ce n'était pas un massacre. Puis, avec les mobilisations et le travail des historiens, on va nous dire, oui, il y avait un massacre, mais c'était une décision d'une personne, Maurice Papon. Donc, pour ne pas toucher ceux qui ont pris la décision, c'est-à-dire un État, avec un chef d'État, on va chercher le fusible pour ne pas parler du reste. Et puis,
il va falloir que la mobilisation continue et que de nouveaux travaux d'historiens apparaissent pour qu'on se dise « Ah, non, c'est vrai, c'est une dimension, c'est une décision d'État. » Et donc on voit bien que s'il n'y a pas de mobilisation militante, eh bien, ces massacres ne seront pas connus. Et donc c'est vraiment important qu'on inscrive dans la durée ces dimensions-là. On a la même chose avec le 8 mai 45. Ça fait encore moins de temps, là ça fait que quelques années que le 8 mai 45 donne naissance à des mobilisations ici, encore très modestes pour l'instant. C'est comme si on reprenait l'histoire du 7 octobre, on va falloir d'abord bouger pour qu'après on crée le rapport de force. Et on a exactement la même chose. On nous présente le 8 mai 45 comme étant les décisions des autorités militaires sur place. De Gaulle n'aurait pas été au courant. On prend une décision de tuer au minimum 30 000 Algériens, d'envoyer l'armée dans tous les villages, de faire des rafles par centaines, de torturer, de brûler dans des fours à chaud. Mais ça, on nous présente ça comme étant la décision d'un général local, etc. D'ailleurs, le général en question, qui a mis en place toute la répression, c'est le général Duval, a été très lucide. À la fin du massacre, il a écrit un courrier à De Gaulle, lui disant « Je vous ai amené la paix pour 10 ans. Si rien ne change, ça va recommencer. » On est en 45, 8 mai 45. Quand est-ce que éclate la guerre de libération nationale en Algérie? Il s'est trompé d'un an. C'était 9 ans à la place de 10 ans. Mais il avait... donc c'est important d'avoir en tête que c'est la mobilisation qui permet de mettre à jour, de parler, de pouvoir montrer cela. C'est également important de mesurer en quoi notre situation ici, aujourd'hui, est en lien avec cette histoire. 5 siècles d'esclavage, 1 siècle et demi de colonisation. Ça veut dire que depuis des siècles, les images qui sont véhiculées dans cette société, du noir, de l'arabe et du musulman, sont des représentations et des images racistes. Par l'intermédiaire des livres scolaires, je vous conseille vraiment d'aller regarder les livres scolaires des années 60. Il faut aller regarder comment on parle des colonies et des colonisés. Par l'intermédiaire des cartes postales, par l'intermédiaire des publicités. Il y a Bombanania, vous en souvenez? Mais tout ça, ça formate. C'est ce que j'appelle moi un espace mental colonial. Pour dominer, la bourgeoisie française a insufflé dans la tête du peuple français un certain nombre d'images coloniales qui l'empêchent, tant qu'il ne les a pas enlevées, et c'est tout notre travail de propagande, tant qu'il n'a pas enlevé ces images, il restera dans un regard qui lui empêche de voir la réalité. Donc pour moi, il y a un espace mental colonial qui est le travail de propagande qui a été mené par la bourgeoisie française depuis des années, des siècles, etc. Et cela va produire une peur diffuse de l'arabe, du noir et du musulman, qui de manière générale n'est pas dramatique habituellement. Mais quand survient une crise, quand survient des manipulations par l'extrême droite, eh bien qui d'un seul coup peut réapparaître. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un vivier et qu'il y avait déjà du pétrole dedans et que tant qu'on ne met pas le feu, bah oui, Mohamed, il n'est pas comme moi, mais bon, il est quand même gentil, Mohamed. Et puis d'un seul coup, le même Mohamed qui est gentil devient dangereux. Parce que pendant des semaines à la télé, on va avoir un Zemmour qui va nous parler, parce qu'on va avoir CNews, parce qu'on va avoir... et donc, on a des images négrophobes, des images islamophobes, des images anti-arabes qui sont dans cet espace mental colonial et qu'il va falloir enlever. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir qu'on pose, et ça ils n'aiment pas, hein, il va falloir qu'on pose la question des réparations. La question des réparations, parce que c'est un élément absolument nécessaire pour que les peuples qui ont été détruits au plus profond de leur être, dont on a détruit les cultures, les religions, etc., que ces peuples puissent se redresser.
Et donc la question des réparations, c'est une question qui... Là, je parle de toutes les réparations. D'abord, les réparations symboliques. Vous avez vu comment ça réagit à droite comme à gauche. Dès qu'on dit, ce serait bien que la France reconnaisse sa responsabilité dans la colonisation. À chaque fois que ça a été posé, on a eu une levée de bouclier. Non, pas de repentance, non. Donc on voit bien qu'il y a là un blocage. Et là où il y a blocage du côté des dominants, ça veut dire que nous, on a intérêt à y aller. Mais également les réparations économiques. Je rappelle que ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Après la Seconde Guerre mondiale, et on a eu la même chose lors de la Première Guerre mondiale, les nazis qui avaient détruit des économies de peuples entiers, eh bien les Allemands ont hérité d'une dette pour permettre à ces peuples de se reconstruire. C'est-à-dire qu'on a eu, au tribunal dans l'après-guerre, on a eu, pays par pays, effectivement, l'évaluation des dégâts et l'obligation pour l'Allemagne de rembourser. Voilà. D'ailleurs, ils ont rajouté après Israël, qui a bénéficié de fonds de l'Allemagne pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand ça les concerne à l'époque, c'est normal, des réparations. Donc pour la Pologne, pour la France, etc., l'Allemagne a payé. Mais dès qu'il s'agit des dégâts de la colonisation et de l'esclavage, ah non, là vous exagérez, ça n'a rien à voir, maintenant vous êtes indépendant, etc. Et donc je pense qu'il va falloir reposer la question des réparations. Sous quelle forme? Ben, ça peut être par exemple l'abolition immédiate de la dette. Parce que la dette, c'est... on a aujourd'hui des milliards d'euros que l'on paye en termes d'intérêts, en termes de prêts, etc. Eh bien, une des formes de la réparation pourrait être l'annulation de la dette. Mais plus largement que cela, je pense qu'il va falloir évaluer comment cet esclavage et cette colonisation a empêché le développement de pays entiers, a freiné les dynamiques historiques de ces peuples, et qu'il va falloir les évaluer et contraindre à ce qu'il y ait remboursement. Alors, il ne faut pas rêver, hein, ça ne sera pas tout seul. Ça sera le rapport de force ici. Ça veut dire une mobilisation de ceux qui sont les descendants de ces peuples colonisés. Moi, j'ai toujours refusé d'appeler ceux qui sont nés ici et qui ont des parents d'origine étrangère, j'ai toujours refusé de les appeler jeunes issus de l'immigration. Je pense qu'il faut les appeler jeunes issus de la colonisation, puisque c'est la colonisation qui enclenche l'immigration, et donc je pense que le bon terme, c'est jeunes issus de la colonisation. Et là, c'est d'abord leur mobilisation qui doit permettre d'obliger à ce qu'il y ait un débat sur le 17 octobre, sur le 8 mai, sur Madagascar, sur le Cameroun, et après, sur les conséquences de cela, c'est-à-dire les réparations. Mais ça, c'est une première partie des personnes à mobiliser. La seconde partie, c'est bien entendu tous ceux qui, dans ce pays, n'acceptent pas l'impérialisme de ce pays et sont pour qu'il y ait des liens égalitaires et des liens de coopération avec le tiers-monde et non des liens de pillage. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui serait sincèrement révolutionnaire, sincèrement, entre guillemets, de gauche, doit être quelqu'un qui doit prendre à bras-le-corps aussi ce travail de casser tout l'imaginaire colonial et, deuxièmement, exiger des réparations. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.